ben, un grand bonjour à nos auditeurs qu'on avait un petit peu abandonnés, because de plusieurs raisons, maladie, le Covid est passé par là. Mais je retrouve mes mousquetaires, nous sommes 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires étaient 4. Il manque Nadia. On disait les 3 mousquetaires. Enfin. On disait quand même les 3 mousquetaires. Ça va Nadia ça va Daniel, pardon. Tu vois, c'est vraiment un lapsus significatif. Ça va Daniel? Oui, très très bien. Et puis je profite parce que nous sommes toujours au mois de janvier. Tu peux toujours, donc, fais-le pour pour moi. pouvoir souhaiter bonne année. À vous, à Zitata et à tous les Martiniquais et Martiniquaises une année où on est plaisir à vivre ensemble, retrouver la joie qu'il y a de partager pour pouvoir laisser derrière nous ces moments qui ont été de trop grande tension. Et donc, je souhaite beaucoup de joie à la Martinique. Il faut toujours le souhaiter. Salut, Christian. Salut Daniel, salut Gérard, ça va. Je m'associe un petit peu à tes propos pour exprimer mes vœux les plus chaleureux à tous les Martiniquais et puis à tous les citoyens du monde, autant que possible. Vœux de pondération, vœux de construction, vœux de sens de l'innovation, vœux de civisme. Voilà, c'est tout ça, quoi. Toutes les vertus qui peuvent nous grandir. Alors, ce sont des grands mots, mais je pense que si on n'utilise pas les grands mots et qu'on ne les met pas en application, ça veut dire qu'on ne prend pas le problème par le haut et que, pour plagier moi-même et mon éditorial de cette semaine dans Antillac, on va continuer à s'enfoncer dans le néant, quoi. Cette société va continuer à descendre, à s'apesantir dans le négatif. Alors, quelques éléments rapidement, je vais vous interroger là-dessus avant de lancer les actualités. Sur des choses qui m'ont marqué. Ce qui m'a marqué, en parlant de médiocrité, je suis désolé, on revient à la réalité qui n'est pas aussi belle que nos voeux, c'est le Fanon bashing auquel on a assisté. En 2 mots, c'est le professeur Dr Fanon, qui est responsable du centre, du pôle de gériatrie, c'est-à-dire les vieux, les anciens, du centre hospitalier universitaire de Martinique, Zobda Kidman, qui s'est fait vilipender sur les réseaux sociaux, lapidé, parce que, sous forme de boutade et d'humour, il aurait dit, je crois que c'est ça là, le débat, il aurait dit, oui, je suis sponsorisé par Pfizer, donc chaque vaccin que je fais, je touche, mais hors émission. Donc ça, il y a un point de déontologie, d'éthique de quelqu'un dans une... on ne la citera pas, puis on s'en manque de savoir qui c'est. Une chaîne de télévision qui a repris donc, des propos qui étaient une plaisanterie peut-être un peu lourde, mais enfin, quand on plaisante, on plaisante. Hein. Donc on ne fustige pas quelqu'un, on ne prend pas à la lettre ce qu'il dit. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que débarquant de l'avion après un mois d'absence, la première chose que m'a dit mon conducteur, enfin, je n'ose pas dire mon chauffeur, c'est pédant, c'est me montrer ça et me dire que le médecin lui-même, il a dit qu'il prend 50 € par vaccin. Donc il y a un niveau et c'est ça, si vous voulez, le propos de notre émission, c'est d'essayer de faire les gens élever le niveau, quoi. Essayer d'avoir un petit peu cette joie, cet humour, cette compréhension, cette intelligence, cette finesse que... Si je peux me permettre, bon, c'est vrai qu'il y a un manque de sens de l'humour des gens, et puis ceux qui utilisent, mais il aurait dû dire qu'il touche 5 000 € par vaccin. À ce moment-là, les gens auraient compris que c'est une plaisanterie de 50 € paraissait crédible. Il faut adapter son humour au niveau. Les gens vont dire, ah, monsieur Carigol. Voilà. Non, ce qui est dommage, c'est que, bon, un petit propos comme ça, qui était privé, quoi, soit repris par les réseaux sociaux, soit intégré par les gens comme une vérité. Ça, surtout propagé par la chaîne. On va en parler d'ailleurs, des questions des réseaux sociaux. C'est des sujets. Alors, deuxième chose dont on doit parler, c'est Monseigneur David Macaire, qui a été testé, qui est confiné, testé positif. Moi, je pense qu'à un moment, il est blindé, parce que nous savons qu'il sera accompagné par les prières des chrétiens, et puis aussi soutenu par les pensées affectueuses de tous les Martiniquais et les vôtres, en tous les cas, de Zitata et de Contretemps. Propre établissement. Voilà. Bon, allez, au boulot. Les actualités. Alors, je lance le sujet. Alors, le pass vaccinal a été validé également en Martinique, mais avec des modifications. C'est un sujet qui sera traité par Daniel Marceline. Oui, alors l'actualité va vite dans ce domaine. Moi, je voudrais... Alors, rappelons qu'effectivement, il y a eu le pass sanitaire qui prévoyait l'obligation d'avoir soit un test, soit un certificat de rétablissement, soit le vaccin. Et puis que là, ce qui a été voté, c'est le pass vaccinal. C'est-à-dire que pour avoir accès à ces différents lieux, et pour le personnel médical, cette obligation d'être vacciné. Il n'y avait plus la question du pass.
Et donc, on sait les réactions violentes et brutales qui ont eu lieu dans nos différents territoires sur ces questions. Mais il me semble qu'on peut voir une évolution par rapport à ce qui s'est passé lors des votes des 2 lois. Août sur le pass sanitaire et donc janvier sur le pass vaccinal. C'est le rôle des élus, parce que les gens se sont mobilisés en disant, il y en a qui ont demandé que ce soit l'exécutif qui abroge la loi, comme si un exécutif pouvait abroger une loi votée par le Parlement. Sur le plan local ou... Oui, il y a des politiques... Non, mais est-ce que tu limites ça au plan local ou bien même aussi, pas dans l'Hexagone? Non, pas dans l'Hexagone. Ah oui, non, c'est qu'ici qu'on a demandé ça. Et donc... il y a une différence prévue par la loi en janvier, quand on vote le pass vaccinal, en disant que pour l'outre-mer, les préfets sont habilités à prévoir des dispositions qui correspondent à la réalité de leur territoire. Après consultation. Et qu'est-ce qui s'est passé après consultation? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 cas? C'est qu'il y a un élu guadeloupéen, une élue guadeloupéenne en l'occurrence, qui dépose un amendement. Et donc, par conséquent, on comprend que si le travail parlementaire est fait correctement, de comprendre qu'une loi votée par le Parlement s'applique sur tous les territoires, mais qu'il y a des possibilités de tenir compte des réalités à condition que ceux qui sont, en principe, les plus connaisseurs du terrain fassent le boulot. Anticipe. Et donc, voilà. Donc, par conséquent, moi, je dis qu'il y a quand même il y a cet élément qui est quand même, d'une certaine façon, positif. C'est très intéressant, cet aspect. Positif de voir qu'on peut comprendre les modalités de fonctionnement d'une société démocratique et de faire comprendre aussi aux gens que quand des responsables politiques et syndicaux demandent à un préfet, demandent à un président de la République, à un Premier ministre d'abroger une loi, c'est qu'ils ont, sans s'en rendre compte, ils ont une revendication qui est une revendication antidémocratique. Parce que dans une société, il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique exécutif et le pouvoir des élus qui représentent la nation. Et heureusement que le président de la République ne peut pas décider d'abroger une loi qui est faite par le Parlement. Donc, soyons plus attentifs pour nos élus. C'est la leçon que moi je tire. Soyons plus attentifs à notre population. Peaufinons davantage les moyens, les amendements, les méthodes pour pouvoir demander que dans la loi, c'est-à-dire dans le contexte, dans le cadre législatif qui est prévu, qu'il y ait une possibilité de tenir compte de la réalité de nos territoires, parce que c'est possible. La Constitution le permet. Et puis, pour clôturer, que les groupes de pression élèvent le niveau de leur connaissance. Parce que, Daniel, je pense aux syndicats aussi qui ont leur propre responsabilité aussi. Oui. Parce que normalement, ce sont des gens qui devraient être suffisamment éclairés. Alors, il y en a qui ne le savent pas, mais il y en a qui le savent. Et qui font semblant de ne pas le savoir. Qui font exprès parce qu'il y a des gens qui vont croire ce qu'ils disent. Et là, on est dans la manipulation. Très bien. Alors, il y a un sujet dont je voudrais vous parler, c'est le climat social. On ne peut pas y passer. Je m'y colle pour parler trivialement. C'est le climat social délétère à la fois en Martinique et en Guadeloupe, un peu plus en Guadeloupe qu'en Martinique, sauf si des choses m'ont échappé. Alors, d'abord, on le sait maintenant, c'est un climat de terreur qui existe en Guadeloupe, qui a été dénoncé d'ailleurs par des élus qui se sont réunis pour ça. Et ils ont dénoncé des atteintes inadmissibles à l'intégrité physique de professionnels de santé. Je n'ai pas d'effet précis, mais en fait, dans leur communiqué, ils parlent d'atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire qu'on a attaqué des médecins, des soignants, dans le cadre d'une grève qui dure depuis plus de mois, anti-vaccinale. Il semblerait, je le dis sous caution d'une presse, parce que c'est à la presse que j'ai lu ça, que la maison du sénateur Dominique Théophile a été saccagée. C'est chaud, hein? Et que, bon, on le sait là maintenant, c'est qu'une phalange d'hommes ont fait du ramdam dans le bureau de M. Cotellon, directeur du centre universitaire. Ils lui ont même un petit peu donné un petit peu de coups. Il a été, on le sait maintenant, la presse en a assez parlé, mais c'est bon de le rappeler. En tous les cas, ce qui est, à mon sens, vraiment inacceptable, c'est que l'accès des hôpitaux est entravé, interdisant l'accès, rendant difficile l'accès des malades à l'établissement. Il faut montrer sa maladie, quoi. Il faut justifier ta maladie auprès des tenants du barrage pour y entrer. Donc ça, c'est
Ça, c'est déjà en soi grave. Et puis, ce qui est embêtant, et ça, c'est la grosse affaire dont parle le Canard enchaîné, dont parle la presse nationale, parce qu'ils sont pour le anti-bashing, hein, pour la destruction systématique. Quand on a lâché le chlordécone, on prend sur les événements sociaux, on prend sur notre incapacité de comprendre ce que c'est un vaccin, on prend sur notre habileté à détruire plutôt qu'à construire. Et à nous opposer, bref, notre caractère non scientifique, on parle du vaudou, on parle de toutes sortes de choses qui nous empêchent de comprendre le monde. Et en tous les cas, des personnes ont été finalement interpellées pour violence urbaine, après les événements de décembre et de janvier. Et puis les policiers, on en a déjà parlé, ont eu la certitude que tout ça était planifié, la façon dont c'était organisé, il y avait des barrages, il y avait des incendies, et puis ensuite il y avait des pillages, donc tout ça était bien structuré. Il y avait des mouvements qui étaient faits dans certains coins de l'île pendant que d'autres. C'était absolument concerté et vraiment on s'est rendu compte que ça allait. Et puis il y a eu maintenant la cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est l'attaque du SPIP, c'est le service pénal d'insertion et de probation, des structures de l'État. Et il y a eu aussi le projet d'investir l'aéroport Paul Caraïbes et plus précisément d'envahir le tarmac et d'y mettre des voitures incendiées. Et là, je crois que l'État a commencé à prendre le pouls réellement de la gravité des choses. À une conférence du procureur de la République, il a expliqué que, enquête faite, qu'on a découvert que 2 gangs étaient à la base de ça. Ils s'appellent Chien Larry et Section Criminelle 7. C'est qu'on est en Haïti, hein. C'est pas au Port-au-Prince. Ouais. Et que leur technique est de négocier le retour au calme contre d'importantes rançons qu'ils demandent aux groupes économiques. Hein. Et puis également de faire pression sur les élus via des associations bidons qui leur permettent de toucher des subventions et des aides de ces élus. Sous menace de mettre le désordre dans la commune ou dans le... Alors, mieux encore, en crescendo, c'est un policier du commissariat de Pointe-à-Pitre, fonctionnaire de police de l'unité de surveillance et d'intervention, adjoint au chef de groupe, a fourni des renseignements aux gangs et a participé activement, en fourniture de formation et de moyens, à l'attaque qui avait été planifiée pour l'aéroport. C'est établi, il a été mis en examen. Alors les autres, tout ce petit monde a été mis en examen pour les chefs d'associations de malfaiteurs en vue de commettre des crimes et délits en bande organisée. Donc le haut, le top, quoi. 2 juges d'instruction ont été désignés. Alors ici en Martinique, c'est peut-être un peu plus simple. C'est des pyromanes, quoi. En décembre 2021, le Carbet, en janvier à Sainte-Luce, à un mois d'intervalle, destruction en tout de 4 restaurants. Et puis il y a eu le Carrefour Market du Robert également. Il y avait eu le Carrefour Market. Il y a eu la poste du Robert, du Froid-Chaud, qui a été brûlée aussi. Donc, ça, c'était à l'époque très chaude, mais tout récemment, il un petit peu l'intensité. À Gaudissart aussi. Alors, autre élément un petit peu, pas de même nature, c'est certains de carnavaliers qui ont défilé sur la route et puis qui ont dû être éparpillés à coup de grenades. Et puis, bon, le dernier élément qui n'a rien à voir avec ça, c'est les casses des bijouteries. Voilà le climat social délétère dans lequel nous nous trouvons. Mes questions sont simples. Comment on explique que la douane a pu être dévalisée? Il faut quand même être informé, sérieusement. Donc, il n'y a pas que l'inspecteur de police qui a pu les informer. Comment Pointe-à-Pitre a été laissé sans protection depuis la veille des incendies? Bien. Comment les forces de l'ordre ne savaient pas qu'il y avait ce risque et qu'il y avait cette préparation? Comment expliquer cette peur des élus? Bon, oui, ils ont peur. On n'explique pas la peur. On a peur. Et comment accepter que ce gouvernement ne soit pas intervenu au motif que cette question de seuil de tolérance de désordre, c'est un concept que j'ai découvert. Voilà, à vous la parole. Si tu permets, moi, il y a quelque chose que, bon, évidemment, je n'ai pas toutes les solutions, mais j'ai vu, par exemple, quand il y a eu des barrages en Martinique, dans toutes les communes, je n'ai pas entendu les maires réagir. Un maire a autorité sur ça. Je ne veux pas les mettre en question. Hein. Je n'ai pas vu non plus l'État réagir, les gendarmes réagir. On a barré la Martinique et personne n'a rien dit. Vous voyez? Alors que vous passez, vous avez un radar, on vous prend 68 €, on vous donne moins 1 point. Enfin, vous dépassez voilà, c'est ça. Moi, je ne comprends pas cette ambiguïté. L'État est intervenu, mais au bout d'un certain temps. Ouais. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est si l'État ne s'est pas demandé si
justement les politiques, ils n'attendaient pas de voir comment les politiques, comment sur place on réagissait avant d'intervenir. C'était quand même très violent. Les policiers, quand même, on a tiré quand même à balles réelles sur eux. Donc par conséquent, non, je pense que l'État a réagi quand il a compris qu'il n'y avait que lui qui pouvait intervenir, et quand il est intervenu, Mais le silence des politiques m'a interpellé. Interpelle toujours. Et la question que je me pose, c'est de savoir si il faut que les responsables, quels qu'ils soient, politiques, syndicaux, d'associations, de la société civile, ils disent qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Je trouve qu'il y a une certaine complaisance à vouloir dire que les réactions étaient, c'était d'une jeunesse en mal de repère. Il y a je ne le conteste pas. Mais il y a à côté de ça des personnes qui ont intérêt au chaos, des personnes qui veulent être dans l'absolue délinquance. Et donc, il faut dire que ça n'est pas permis. Que quand un syndicat appelle la population à manifester, mais qu'ils disent aussi on est contre et on ne tolère pas le racket, l'agression des femmes, les violences. Il faut se démarquer. Il ne faut pas avoir cette espèce de ventre mou où on dit, sans dire, du bout des lèvres, mais je ne peux pas condamner. Quand on demande de condamner, non, je ne peux pas condamner parce que, non, il y a des choses parce qu'une société a besoin de ça, a besoin que tous ceux qui interviennent légitimement, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas, qui nécessitent que publiquement, y compris en manifestant, on puisse les dénoncer, mais qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Surtout que l'histoire nous apprend aussi qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de reconstruire. Oui, en fait, vous faites le diagnostic de la Martinique. Vous faites le diagnostic d'une petite île, qui est une sorte d'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, où tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde est scientifique, tout le monde tout le monde contredit les scientifiques dans le cadre d'émissions ou dans le cadre de délégation, où les élus sont très attentifs à leur réélection. Et comment? Où je pense aussi qu'ils n'ont pas une vision globale de leur mission et de leur devoir sur cette terre, qui sont préoccupés par le fonctionnement de leur personne politique, de la collectivité où ils sont, de paramètres qui les accablent. Non, mais c'est une réalité. Oui, mais il y a aussi une autre réalité. Il y a des gens qui travaillent. Il faut dire aussi la réalité des gens qui travaillent, des jeunes qui sont au travail, des entreprises. Il faut la dire aussi, celle-là. Attendez. Nous faisons une émission où nous devons décortiquer et analyser les raisons de la peur des élus, j'en ai parlé, leur silence, leur mutisme, on en a parlé, et je développe ce que vous avez dit. Je sais bien qu'il faut dire ça. Si nous faisons ça, des émissions de Barbara Jean-Élie montrent un panel de jeunes femmes émérites et brillantes. Jean-Marc Cromwell, chaque fois, amène des pépites humaines de gens. Nous faisons de l'analyse. Notre chaîne le fait. Si Total le fait, ça ne va pas angoisser, on va monter en puissance et on sera la référence. Ce que je pense, c'est que la société civile, j'espère et je rêve que la société civile comprenne qu'elle peut être une force et que nous pouvons exprimer ce que les citoyens avertis et qui ont conservé une conceptualisation morale de la société, de la communauté, rapport humain. Et il faut affirmer ça, il faut avoir le courage de le faire, chacun de la façon. D'accord. Les élus vont continuer à être préoccupés par savoir qu'ils ne sont pas suffisamment lorsqu'ils vont. Et je peux comprendre ça, je suis très tolérant à l'âge que j'ai, que lorsqu'ils vont dans des conférences internationales, qu'être président de l'exécutif, ça sonne moins bien que président de la collectivité. Alors on demande au Parlement français d'être institué. Alors que le président de l'Assemblée, c'est ton zig, c'est toi qui l'as mis là. On pourrait donc s'attacher à tout ça et décortiquer, attaquer ces élus. Allons pas les attaquer, allons pas leur demander de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, puisque il y a un paradigme dans leur fonctionnement, ils ne sont pas mis là pour ça, ils sont mis là pour être... Allons pas leur demander l'impossible. Demandons par contre à la société civile de s'exprimer, d'avoir le courage d'intervenir. Je pense que c'est ça. Oui, mais les élus, c'est des modèles aussi. Les élus, c'est des références aussi. Non, mais enfin, je ne vais pas leur demander, mais je dis que... Il faut m'écouter. Je n'ai pas dit qu'ils ne doivent pas être des références. Je n'ai pas dit, parce que s'ils étaient des références et qu'ils menaient ce pays, on aurait eu moins de problèmes, ou pas de problème du tout, parce qu'ils auraient géré réellement le pays. Mais ils ne gèrent pas le pays. Ils gèrent leurs personnes, ils gèrent leur collectivité, leurs intérêts, et c'est humain. Et c'est la situation telle qu'elle est, il faut l'accepter. Et à partir de là, il ne faut pas se focaliser sur eux. Ça ne va pas changer.
Voilà, c'est négatif. Hein. Maintenant, il faut que nous parlions, nous, la société civile. Comment sauver nos économies? Et l'exemple de Saint-Domingue, qui n'est peut-être pas probant, qui n'est peut-être pas, ça, on va développer, va être développé par Christian. Alors pourquoi il va être développé par Christian? Parce qu'ils ont opté... Enfin, vas-y, Christian, toi de la parole. Je pense que Saint-Domingue a été assez novateur dans l'accueil, n'est-ce pas, des touristes, parce que Saint-Domingue, effectivement, vit du tourisme. Et il est clair que dans le cadre de cette pandémie, s'ils ne se préoccupent pas de ce problème, ça veut dire que leur économie est à terre. Donc Saint-Domingue a mis en place des dispositifs très rapidement pour pouvoir tester les gens, aussi dans les hôtels pour pouvoir générer, si vous voulez, une forme d'organisation protégeant, n'est-ce pas, des contaminations. Et c'est vrai que Saint-Domingue a atteint un chiffre extraordinaire, puisqu'ils ont eu 729 000 touristes au mois de décembre. C'est-à-dire un peu ce que nous faisons dans une année. Ouais. Voilà, en tourisme de croisière. Spectaculaire. Bon, voilà. Deuxièmement, Saint-Domingue a eu, en 2019, 6 millions de touristes. Ouais. Vous voyez, 6,4 millions de touristes. Donc, si vous voulez, ce sont des chiffres qui sont extrêmement importants. Saint-Domingue, il y a 250 000 personnes qui travaillent dans le tourisme. Bon, il ne demeure pas moins qu'ils n'ont pas pu éviter les contaminations. Donc, ils ont été amenés à aménager les hôtels pour, d'un côté, un petit peu mettre ceux qui sont positifs, contaminés, et de l'autre côté, mettre ceux qui ne sont pas contaminés. Ouais. En tout état de cause, même s'il y a quelques protestations vis-à-vis du gouvernement, chacun est conscient de l'importance de l'économie touristique et le gouvernement n'a pas l'air de vouloir freiner. Oui. Est-ce qu'on peut préciser que tous ceux qui travaillent dans les hôtels et en relation avec le tourisme ont les 3 doses de vaccin? Absolument. Tout à fait. Donc, c'est vrai que Saint-Domingue, c'est une destination qui, on comprend tout à fait que l'importance, en tout cas, des mesures qu'ils ont prises pour pouvoir sauvegarder leur économie. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, être responsable, réellement responsable du devenir de sa communauté, de sa collectivité. Absolument. Parce que si, effectivement, c'était ces élus dont tu parles, qui tergiversent et qui ont des propos édulcorés, etc. S'ils devaient prendre des décisions, ils les prendraient, et puis ils n'auraient pas du bout des lèvres fustigé, ils le feraient. Moi, je vais ajouter aussi quelque chose, puisque je suis aussi opérateur touristique, et antérieurement, il fallait un test 72 heures avant. Aujourd'hui, c'est 24 heures avant. Ouais. Vous vous rendez compte que des familles, par exemple, de 6 personnes ou 5-6 personnes, puisque j'en accueille, si une personne est positive, la famille ne peut pas partir. Les autres sont en contact. 24 heures, je trouve ça un peu restrictif, à mon avis. Ouais, c'est une modalité. Mais enfin, bon, j'étais pendant un mois à Paris, presque toutes les pharmacies. Et c'est fou le nombre de pharmacies qu'il y a dans ce pays-là, dans cette ville en tous les cas. Et bon, on se fait tester. Sauf que si on parle le lundi, c'est un peu difficile. Mais il y a quand même des centres ouverts. Et je pense que ce sont des décisions scientifiques qui sont prises et qui sont appliquées. Alors j'ai vu effectivement j'ai vu des gens rejeter des Guadeloupéens, rejeter à l'accueil, c'est dur. C'est très dur. Mais comme il s'agit d'une guerre, comme dirait Macron, et on doit mais ce serait peut-être bien aussi qu'on puisse s'inspirer de ce domaine pour mettre en place des dispositifs ici aussi qui nous permettent d'optimiser, mais en même temps de contrôler. Enfin, oui, mais qui on a un pays, non? Bon, je pense que ce schéma de Saint-Domingue est peut-être contestable parce que, c'est tapis poubelle qui prend plomb dans cette histoire-là, mais qu'en fait, ça montre que, ce que je viens de dire à l'instant, je me répète, que lorsqu'on est responsable du destin de son peuple, mais on ne tergiverse pas, on prend des décisions. Et puis on est sur son propre corps. Quand l'économie de Saint-Domingue, c'est Saint-Domingue qui subit. On n'est pas comme nous, avec un ministre qui peut dire au président quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas ça. Donc on a le parapluie. Ils n'ont pas de parapluie. Oui, ils n'ont pas de parapluie. Sinon, le travail et les implications de la population. Ouais. Donc, une question, je connais la réponse, mais peu importe, je la pose. Est-ce que cette situation de responsabilité ne génère pas des hommes nouveaux, des hommes politiques nouveaux, mais aussi une population nouvelle? Est-ce que beaucoup de mots que nous décrions ici, qui sont liés à le compélapinisme, l'impéritie, même des gens, est-ce que ce n'est pas lié finalement à la situation ambiguë dans laquelle nous sommes? Ils n'ont pas de véritable pouvoir. Mais c'est pour ça qu'il faut se projeter, quoi, n'est-ce pas? Oui, te projeter sans régler le problème à la base, te projeter sans filet, tu retombes paf, tu es dans la même situation. Oui, c'est ça. Voilà. En tous les cas, il y a d'autres éléments. Là, maintenant, touchés au domaine régalien.
C'est le 5e sujet que nous traitons, je crois, en matière d'actualité. La justice française, un service public peu efficient, c'est un titre très dur, c'est-à-dire que les tribunaux de l'ordre judiciaire, tu vas me dire si je me trompe, est pour une majorité d'analystes insatisfaisante comparée à la justice de la plupart des pays européens et comparée à la justice administrative française. Donc il y a des solutions. Tu nous donnes les causes et tu nous dis si les causes de cette note que nous avons trouvée, de cette analyse que nous avons trouvée, qui nous sert de base de réflexion, est-ce qu'elle est applicable à la Martinique totalement ou pas? Voilà. Oui, alors la première chose, c'est la réalité. Moi, je crois qu'il suffit de regarder les journaux, d'interroger autour de soi, et à tous les coups, on va trouver des sujets d'insatisfaction sur le fonctionnement de la justice, notamment parce que la réponse judiciaire est trop lente par rapport aux problèmes. Et c'est vrai que un fonctionnement démocratique doit faire en sorte que lorsqu'il y a un problème, il y ait la réponse la plus rapide possible pour éviter les tensions et pour éviter que les personnes n'essaient de trouver d'autres voies pour régler le problème. Alors, dans le problème de la justice française, il y a plusieurs pistes qui ont été mises en place. Il y a par exemple, on a pensé que la réforme de la carte judiciaire, c'est-à-dire la répartition des cours d'appel dans le territoire hexagonal, allait pouvoir changer quelque chose. Nous sommes peu concernés puisque nous avons une cour d'appel. Donc il n'y a pas la question. Ça ne pourra pas changer. Ça va pas changer. Donc nous ne sommes pas tellement concernés et donc bon, je ne vais pas insister dessus. Il y a une autre piste qui a été les modifications législatives, c'est-à-dire trouver des techniques pour accélérer le rendu de la justice. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme on l'attendait. Ensuite, l'autre piste... Je te dirai, ce qu'on appelle la déjudiciarisation. Oui. Quel mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'essayer, avant de saisir les tribunaux, d'utiliser ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement des conflits. C'est-à-dire essayer de la médiation et l'arbitrage. Ça a fonctionné un petit peu, mais pas suffisamment. Et puis ensuite, troisième volet, c'était le volet, je dirais, des moyens, c'est-à-dire l'informatisation, essayer de mettre en place un système qui puisse simplifier et accélérer. Alors déjà, sur cette question des moyens au niveau informatique, c'est un fiasco complet. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir pour expliquer que les coûts ont dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer sans qu'il y ait un résultat concret. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est si ce n'est pas une approche trop technocratique de la question. La même approche technocratique qui avait eu lieu dans le domaine de la santé, avec la façon de gérer les hôpitaux avec des gestionnaires, c'est-à-dire que les directeurs d'hôpitaux, au résultat, sont devenus des gens qui étaient là de regarder le coût des actes au lieu de regarder comment les personnes, les malades étaient soignés. Donc moi, ce qui me semble, c'est que l'approche doit être de savoir comment favoriser l'accès en termes humain d'abord, c'est-à-dire en termes de comment on va traiter le problème humain qui est posé. Et ensuite, on met les moyens. Et les moyens, parce que quelquefois, il y a beaucoup d'argent qui est mis, même si la France est en retard par rapport à l'Europe. Énormément. Il y a un gap. On n'est pas encore au nombre de juges. La France a 21 juges pour 100 000 habitants. L'Europe, à la moyenne, c'est 31. Donc la France a encore du travail à faire. Et ça, il me semble qu'il faut mettre l'accent dessus. Tu l'as dit, mais j'appuie les moyens budgétaires aussi. Oui, il faut. Ah oui, alors le budget a augmenté, mais le budget reste trans-deçà. On est par rapport à un peu plus de 2% dans l'Europe, la France est à 0,30. Donc par conséquent, on est du budget global. Du budget global. Donc il y a des efforts à faire sur le budget, il y a des efforts à faire sur les hommes. Et sur la formation des personnes et sur le fonctionnement. Et mais il faut avoir une vision politique. Au niveau de l'État, de comment doit fonctionner la justice, c'est-à-dire comment fonctionnent ensemble
des magistrats, des fonctionnaires et les avocats, parce que les avocats, en les oubliant, ça veut dire que c'est un rouage fondamental du fonctionnement. Et quand je dis les avocats, ça veut dire la question de l'aide juridictionnelle, puisque les avocats sont ceux qui, au niveau de la commission d'office et de l'aide juridictionnelle, vont être ceux qui vont permettre à la machine de fonctionner. Donc avoir des avocats qui soient désignés au stade pénal, avoir des avocats qui sont désignés au stade civil pour les pensions alimentaires, etc. Tu veux dire aussi correctement payé. Mais tout à fait, donc c'est pour ça que je dis, donc on ne peut pas ne pas tenir compte de ce volet-là. Et puis, dernière piste, moi je pense que ce sont les pays anglo-saxons qui le pratiquent depuis longtemps. Ils considèrent que quand un justiciable doit saisir la justice, qu'il doit y avoir un collège de professionnels, qui soient des magistrats, mais c'est aussi des avocats à la retraite, pour dire tout de suite une espèce de chambre d'orientation, pour dire tout de suite voilà comment il faut aller, pour régler les problèmes qui sont des problèmes peut-être quelquefois de compétences, qui vont prendre un tas de temps, alors que le fond du problème n'est pas abordé. Mais avoir des gens très compétents en amont. Et ça, c'est une volonté politique. Et moi, je pense que ça permettrait peut-être d'avoir une meilleure réponse à une demande qui est là. Parce que tant que le citoyen demande à avoir affaire à la justice, c'est un bon signe. Absolument, ça veut dire que c'est pas la révolution, c'est pas. Alors, bon, donc on a bien compris que cette analyse qui a été faite brillamment par Maître Marceline s'applique totalement à la Martinique, sauf la question des cours d'appel. Effectivement, il y a en France un dysfonctionnement lié aux cours d'appel qui ne sont pas adaptés à la carte géographique nécessaire. Les moyens insuffisants aussi, c'est sûr. Moi, j'y rajouterais, mais encore que c'est discutable, ça ferait l'objet de notre débat, comme dirait Kipling, la rareté des magistrats antillais, ici au niveau local. Sauf qu'ils ne veulent pas rentrer. C'est ce que l'on dit, mais c'est peut-être pas sûr. C'est pas certain. Et quand on veut régler un problème, on le règle, on vous convoque, on vous donne des primes, on vous donne les mêmes primes que l'on donne aux autres, mais c'est un sujet qui est difficile à traiter parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et puis également, oui, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des exemples concrets de magistrats métropolitains venus ici avec toute la famille. Et puis, après la rentrée, la famille a disparu, le magistrat est resté quasiment tout seul, parce qu'après, j'ai cru comprendre qu'effectivement, il y a des primes qui sont liées. Il y a des petites... alors que le magistrat antillais qui vient comme ça ici, comme c'est son lieu de naissance, il n'a pas ces avantages-là, etc. Puis c'est des trucs techniques et puis qui sont secondaires, mais qui, dans le fonctionnement, font que nous avons des magistrats antillais qui ont été ici et qui ont été très efficaces. Absolument. On parle de M. Zidé, qui était courageux, à qui on avait confié de juger les jeunes, père à son âme, parce qu'il est décédé, et il a fait tranquillement. Alors dire que ce serait difficile, antillais, de rendre la justice ici, bon oeil. Zidé du Robert. Attends, dernier point, c'est le turnover des magistrats. À peine as-tu plaidé pendant 2 ans devant un magistrat qu'il part. Alors on a l'impression d'avoir de fluidité de la justice et qui empêche une sorte de stabilité. Je te donne la parole, Christian. En fait, moi je réagis en tant que citoyen, je ne suis pas du tout comme vous, familier au concept. Mais c'est vrai que je ne sais pas, il y avait une grève il y a quelque temps au tribunal et j'ai entendu un fonctionnaire métropolitain qui disait les difficultés qu'ils ont de gérer au niveau du tribunal. Ouais. Parce qu'il disait qu'on a des directives qui arrivent n'importe comment, on a des logiciels qui arrivent, on n'est pas à Paris. En fait, il mettait en relief le fait qu'ils ne sont pas armés pour être le plus efficace possible dans le domaine de la justice. Et le contribuable, le citoyen n'imagine pas les difficultés qu'il y a, effectivement, à ce que la justice soit rendue équitablement dans notre... Le dernier mouvement de grève des magistrats qui a un mois était qu'avant qu'une loi soit appliquée, il y en a une autre qui vient, une sorte de boulimie, d'inflation, de texte législatif. Ils disent qu'on ne peut pas sereinement rendre une décision de justice, qu'on ne sait pas si on applique réellement la loi. C'est ça. Parce qu'ils ont là-haut, au niveau de la chancellerie des ministères, mais ils produisent. Souvent, ils changent aussi pour changer. C'est la même chose, mais on a changé l'appellation, on a changé le nom. C'est amusant. La France est un pays amusant, un grand pays. Je pense que maintenant on a traité les problèmes de société et on ne coupe pas un jingle pour la culture. Plein cœur de ce qui plaît à Daniel. Je crois que tout lui plaît d'ailleurs. C'est le prix Pulitzer d'histoire qui a été attribué au docteur Marcia Chatelain, haïtienne d'origine. Oui, alors je crois,
peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le prix Pulitzer, mais je crois quand même qu'on en parle assez souvent parce que c'est un prix prestigieux. Hein. C'est un prix qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Pulitzer, et il y a plus de 100 ans, et qui est décerné par une université américaine, qui est l'université de l'université Columbia, et qui est celui qui a donc financé ce prix, a indiqué que c'était pour permettre de promouvoir l'excellence. Et il faut savoir que le prix Pulitzer est décerné dans plusieurs domaines. Il y a le roman, il y a le théâtre, il y a la musique, il y a le journalisme, et il y a l'histoire. Comme donc ce professeur d'histoire qui est spécialiste et qui enseigne à l'université en civilisation afro-caribéenne, et a donc sorti un ouvrage. Elle est docteure en histoire, donc elle a sorti un ouvrage sur l'influence de la politique McDonald's dans la communauté afro-américaine. D'où les photos qui ont déjà défilé avant qu'on ait abordé cet aspect. Okay, très bien. Et donc, en fait, il y a deux aspects qui sont complètement antinomiques. Il y a un aspect positif parce que McDonald's fonctionne en décernant des franchises dans des villes, dans des quartiers, pour permettre à des personnes de tenir ces lieux où sera vendue la nourriture McDonald's. Et pour les Afro-Américains, ça a été une occasion pour eux de s'élever socialement parce que ceux qui ont bénéficié de ces franchises ont vu leurs conditions matérielles s'améliorer et pour certains faire fortune. Donc ça, c'est l'effet positif d'ascension sociale pour les Afro-Américains. Ils étaient détenteurs de la franchise. Hein. Ils n'étaient pas des personnes qui étaient serveurs dans les McDo. Ils avaient la franchise. Ça, c'est l'effet positif. Mais l'effet négatif, c'est que dans les quartiers et dans les villes où il y a des Afro-Américains, comme ils se sont donc alimentés avec McDo. Dans les quartiers pauvres, tu veux dire. Voilà. Où nécessairement, il y a une clientèle afro-américaine. Et donc, on a constaté que la consommation, et même la surconsommation McDo, a entraîné des problèmes d'obésité et cardiaque. Donc, c'est le problème au niveau de l'hygiène alimentaire. Absolument, absolument. Et elle analyse. Et donc, son livre est dessus. Donc, ça s'appelle Franchise The Golden Arches in Black America. Je pense que tu vas prononcer ça mieux que moi, parce que mon anglais. The Golden Arches in Black America. On a compris. J'ai lu une étude en feuilletant un petit peu la question sur l'un des premiers. Alors, le principe est le suivant: on te donne une franchise et tu as la perspective nécessaire capitalistique d'en avoir d'autres, d'avoir d'autres boutiques, d'avoir d'autres. Ouais. C'est un processus. C'est dans ta productivité. Ouais, c'est comme ça, c'est-à-dire que tu rentres dans un chemin. Tu fais 6 mois à l'université de McDonald's du hamburger, tu acquiers, tu as quelques éléments de gestion, tu respectes le cahier des charges. Les premiers McDonald's, j'ai un peu honte de ça, ont été installés sous l'égide de mon cabinet. Bon, fais-moi la parenthèse. Donc je vois, ils sont super professionnels. Super professionnel. Mais en Amérique, il y a, pour les Blacks américains, puisqu'on parle d'eux, il y a un problème qui s'est posé. Donc, ce titulaire, je vais reprendre le fil de ma pensée, ce titulaire maintenant d'une vingtaine de McDonald's explique, il fait un procès et il demande des sommes colossales à McDonald's. Il explique en reprenant la genèse de sa carrière en disant, si vous n'aviez pas systématiquement attribué au fur et à mesure de mon évolution des franchises dans des quartiers pauvres, où la rentabilité est moindre, voilà ce que j'aurais eu comme résultat. Si normalement, et puis pour les exemples, et puis attention, d'ailleurs ça, il n'y a pas une aile de cabinet d'avocat avec études, analyses, etc. Si j'avais été comme M. Dupont, M. Brown, M. Smith, M. John, qui avait commencé au même âge que moi, avec les mêmes moyens, qui a le même nombre de franchises que moi, j'aurais été billionnaire, alors que moi je ne suis que millionnaire, voilà, etc. Voilà le procès qui est fait, en expliquant que même si, un bémol, même si effectivement ça a été une ouverture capitalistique pour la communauté noire américaine, c'est-à-dire que ces messieurs n'ont pas quitté à rien passé. Donc il a 74 ans, j'oublie son nom, il fait ce procès. Et par ailleurs, il y a le côté effectivement alimentaire qui est une catastrophe. C'est générateur de toutes sortes de maladies, obésité, etc. Très dur. Oui, et on passe à la nuit des idées. On passe à la nuit des idées, puisqu'on est toujours dans le secteur de la culture. Alors, donc hier s'est tenue cette manifestation de la Nuit des idées. C'est une manifestation qui existe depuis 7 ans, qui est initiée par le ministère de la Culture et qui se déroule dans toutes les villes de France. Et donc c'est Suzanne Dracius
l'éditeur d'Enel qui sont à l'initiative de cette manifestation à la Martinique. Elle s'est déroulée hier à la Village Haute-Claire. Et donc ça a permis aussi de faire venir 2 auteurs qui sont Simone Schwarzbart et Roger Thompson. Et donc moi je trouve, j'étais vraiment très très heureuse de voir Simone Schwarzbart. Je pense qu'on ne mesure peut-être pas ce qu'elle peut représenter. Alors il n'y avait pas beaucoup de monde, mais c'est quand même, je trouve, c'était comme une parenthèse dans ce contexte qui est un contexte qui est quand même lourd, prégnant. D'abord qu'il y ait une nuit des idées, même si c'était l'après-midi. Ensuite, le thème, c'était reconstruire, entre parenthèses, construire. Donc à partir de là, chacun pouvait donner un peu son idée sur comment concevoir l'après. C'est-à-dire qu'on va sortir de ces débits, mais comment reconstruire. Et donc savoir est-ce que nous avons en nous, dans notre histoire, les éléments pour pouvoir reconstruire. Ne pas rester dans le constat qui est effectivement pesant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ce côté on s'en sort pas, le côté ça révèle des positions, des oppositions, des fractures, des césures dans la population. Donc tout ça, quand même, ce sont des constatations un peu angoissantes. Et se dire qu'il est possible, dans le débat d'idées, et dans la lecture, c'est-à-dire puiser dans la littérature, dans notre littérature, mais dans celle du monde aussi, des éléments pour pouvoir retrouver cette énergie positive. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et moi, ce que j'aimerais, pour finir sur cette question, c'est qu'effectivement, on puisse apprendre aux enfants à comprendre le bonheur qu'il y a à entrer en littérature. Comment ça peut vous apporter, mais vraiment une joie extraordinaire, un bonheur et des pistes pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir savoir comment vivre avec votre environnement, votre temps. Et donc ça, je crois qu'on a un travail à faire. Des modèles de héros, des modèles de personnages. Absolument. Des situations de Et vie. Simone Schwarzbart, elle a écrit quand même sur les femmes avec tous les modèles, il y a tout. Donc maintenant, alors ce qu'il faudrait maintenant, c'est utiliser les nouvelles technologies, notamment numériques, en faisant des petits portraits, pas trop longs, que les jeunes pourraient justement télécharger sur leur téléphone portable. Je peux t'arrêter pour question de timing, et en parlant d'éléments technologiques, digitaux, passer la parole à Christian pour qu'il nous parle des réseaux sociaux oui, toxiques. parce qu'il y a une information qui n'a peut-être pas été divulguée comme il faut, mais c'est vrai que le Parlement européen vient de voter une loi très ambitieuse destinée à mettre fin aux réseaux sociaux toxiques. Alors, c'est une problématique que tout le monde pose. Développe la notion de toxicité des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous ouvrent la porte sur le monde, mais nous ouvrent aussi la porte sur le monde négatif. Enfin, je veux dire, les réseaux sociaux favorisent aussi les fake news, la mauvaise information, la violence, la pornographie, enfin, pardonnez-moi, enfin, tout ça qui dévalorise l'être humain. Donc, cette problématique des réseaux sociaux est posée depuis longtemps. Et il est intéressant de voir qu'il y a une association qui s'appelle Avaaz. C'est une association qui a 80 millions d'adhérents aujourd'hui et qui est la société civile, quoi. Ouais. Ce sont des gens qui se sont mobilisés pour casser, si vous voulez, cette espèce d'emprise de la déperdition, en fait, qui envahit le monde. Donc, ils interviennent sur le climat, ils interviennent sur la situation des femmes, notamment dans les pays musulmans ou autres, mais ils interviennent également sur tout ce qui est utile à l'équilibre social, le développement durable. En utilisant eux-mêmes les réseaux sociaux, en utilisant eux-mêmes les moyens informatiques, des tests, enfin des sondages, des choses comme ça. Absolument. Ouais. Donc le combat aujourd'hui a été couronné un peu de succès, puisque le Parlement a pris des dispositions pour pouvoir faire en sorte que l'Internet dorénavant ne favorise pas la déperdition humaine et faire en sorte effectivement qu'à travers les GAFA, quoi, il y a des dispositifs de sanctions, de contrôle, les GAFA, Instagram, voilà, Amazon, voilà, c'est ça. Donc faire en sorte que ces gens-là soient dans une optique, bien évidemment, de qualité,
pour un peu désintoxifier, comme disent les algorithmes, obliger les plateformes... Détoxifier, merci Gérard. Obliger les plateformes à assurer la responsabilité des dommages qu'elles causent à nos sociétés, comme la diffusion virale de désinformations dangereuses. Ouais. Et donc, ces GAFA seront assujettis à des risques d'amende qui peuvent aller jusqu'à 6% de leur revenu mondial. C'est colossal. C'est colossal, c'est colossal. Alors, il faut espérer que chaque pays maintenant mette en œuvre cette décision du Parlement. Tout à fait, Donc, mais ça me paraît important. Il y a des pistes. pistes. Et comme tu l'as souligné, c'est aussi la société civile. C'est aussi, il ne faut pas négliger l'impact que nous pouvons avoir en nous réunissant sur des problématiques comme ça et en faisant élever notre voix, quoi. On va parler de musique maintenant, donc ça nécessite un jingle. On va confier encore à Christian ce sujet. Alors, un sujet qui paraît très tranquille et classique, mais qui recèle des données, Christian vous l'expliquer, c'est les musiques des Caraïbes, du vaudou au calypso, de Bruno Blum, où il nous explique comment il explore les rapports entre les musiques caribéennes et états-uniennes, qui pour lui sont interdépendantes. À vous la parole, monsieur Christian. Alors, permettez-moi un petit clin d'œil à mon frère Gérard, oui. qui est mélomane, encore plus que moi. Je confirme. Et qui m'a dit, Christian, il faut absolument que tu te procures ce bouquin. Et effectivement, je suis à la librairie antillaise et j'ai fait l'acquisition de ce livre. Et je vous avoue que, alors, on voit gospel, calenda, bomba, merengue, biguine, salsa, boléro, etc. Donc, toutes les musiques des Caraïbes sont analysées. Ouais. Non seulement dans la réalité actuelle, mais dans l'histoire. Comment les musiques des Caraïbes se sont interpénétrées, si je peux dire, et comment elles ont nourri les musiques du monde. Alors, on entend dire que le jazz est né à Saint-Pierre, que le jazz est né de la Caraïbe. Ouais. Et c'est vrai que le jazz n'est pas né aux États-Unis. Le jazz est né à travers la Jamaïque, à travers Haïti, à travers les Antilles françaises. Et Bruno Blum, il explique comment toutes ces musiques, alors bien évidemment, il parle aussi de comment, si vous voulez, les phénomènes de trance, les phénomènes religieux aussi ont alimenté les musiques, ouais. Et comment ces musiques ont contribué aux musiques du monde. Le rock est sorti de là, ouais. Le jazz est sorti de là, la bossa nova, tout ça c'est sorti de ce syncrétisme rythmique qu'il y a dans la Caraïbe et qui a généré effectivement un foisonnement d'expressions et que le monde s'approprie aujourd'hui. Alors ce qui est à mon avis très important, et c'est là encore une fois, on peut regretter qu'on écoute de la musique, on danse, mais on ne connaît pas l'histoire de la musique. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je considère que l'idée du conservatoire à la Martinique, c'est une grande idée, mais il faut bien évidemment qu'au-delà de la transmission, au-delà de la connaissance technique, il faut que la transmission se fasse et que la connaissance L'autre jour, on a écouté Lionel Benasco, qui était un Trinidadien qui jouait une valse créole. Oui. On n'imagine pas, si vous voulez, en 1800, etc., en 1700, quel échange il y avait déjà entre ces populations, quel brassage. Donc, toutes nos musiques sont liées à une histoire qui, à mon avis, doit être connue. Et le livre de Bruno Blum, qui est un Français, mais qui a été très rapidement intéressé par ces musiques, notamment le reggae, tout ça. Et je crois qu'il est important, effectivement, qu'un livre comme ça soit intégré dans l'éducation artistique. Permets-moi d'ajouter, je ne sais pas si je suis prétentieux, quelque chose, c'est qu'il y a une dialectique, il y a un mouvement de retour du jazz, une partie du bassin caribéen, un retour avec notamment, et te lancer la perche pour en parler, avec le retour du jazz antillais, du jazz caribéen, et de ce que nous avons, nous, toi et moi, appelé la begin jazz. Oui, c'est ça. On est de ce... Ah ben, je pense qu'on avance beaucoup, parce que je pense que depuis notre initiative, il y a beaucoup de musiciens qui sont formés et qui aujourd'hui, au-delà même de la variété, essaient de traduire à la fois notre histoire et puis, et puis la dextérité qu'ils dégagent à travers ce qu'ils ont appris. Bruno Blum parle de blues jamaïcain, de jazz cubain, de jazz antillais. Voilà, c'est ça. Je reconnais officiellement dans le livre qu'il y a un jazz tout à fait. antillais. Absolument. Donc, nous avons un concert prévu bientôt. Alors là, effectivement, pour concrétiser notre initiative, nous avons un concert qui est prévu le 3 février au New Morning avec Begin Jazz Collective. Alors, c'est déjà pratiquement plein.
Donc c'est pour vous dire l'intérêt aujourd'hui que les mélomanes accordent. Et puis nous avons des connexions parce que l'association Jazz Paris ou bien le Baiser Salé, tous ces gens-là sont avec nous aujourd'hui. Et voilà, ce matin, j'ai appris que nous avons beaucoup de médias qui vont commencer à nous suivre. C'est très important. Il y a des Africains qui sont intéressés par le concept Begin Jazz. Donc je pense que nous sommes en train de, j'espère, réussir une initiative qui est importante. Et puis je voudrais faire un petit clin d'œil aussi à cet hommage qu'il y a autour de Marius Cultier, auquel je vais assister le 7 février prochain au Châtelet, au théâtre du Châtelet. Donc ce sera une occasion. Ça, c'est l'association Jazz Paris aussi qui va consacrer une soirée à Marius Cultier avec beaucoup d'artistes, Mayor Bora, Éric Pédurand et pas mal de gens, Sarah Failly, pas mal d'artistes. Je pense qu'on va passer un bon moment. Oui, ben, tu vas nous faire un compte rendu. Oui, tout à fait. On va essayer d'avoir des images également. Avec des images et du son. Alors, une question très précise et très technique. Le comité martiniquais de la musique avait sollicité pour son fonctionnement. Parce que pour mettre tout ça au point, c'est en dehors du budget qui est alloué pour le festival Begin Jazz, en dehors de ce qui est alloué. Alors en 2020, il y a eu une sorte d'utilisation intelligente des fonds de festival prévus in vivo, avec des gens devant nous, pour faire le disque global, pour faire un travail digital. Et puis pour produire le concert, puisque c'est nous qui produisons le concert. Donc on a utilisé les fonds. Le budget de 2021 n'a pas encore été sollicité ni obtenu, ou bien avait été sollicité et puis pas accepté par nous pour des raisons qu'on n'a pas développées ici. Alors est-ce que l'association, est-ce que le comité martiniquais de la musique et Begin Jazz va opérer maintenant avec uniquement ses pop fox, ces concerts qu'il va organiser, ces manifestations qu'il va peut-être effectuer, sa billetterie personnelle, ou il va encore s'appuyer sur la collectivité pour faire ce travail culturel, ce travail de promotion de la musique? Pour l'instant, nous avons quelques réponses de la collectivité qui expriment sa disponibilité à recevoir nos dossiers. donc, ce sera à nous de monter les dossiers de manière à ce que nous puissions continuer, c'est évident. Et avec les sponsors, privés. Absolument. Alors, rappelez encore une fois que nous sommes déjà prévus au festival Jazz à Vienne et que nous allons solliciter d'autres festivals. Vous savez que, par exemple, à Saint-Étienne, ils organisent un grand festival aussi. Il y a 60 villes concernées. Donc je pense que le jazz antillais aujourd'hui a sa place. Mais bien évidemment, ça ne se fera pas tout seul. C'est si nous sommes suffisamment suivis, si nous sommes aidés, si nous sommes supportés, si vous voulez, c'est là qu'aussi, au-delà de Kassav et de Zouk, nous sommes en mesure de pouvoir proposer au monde nos formes d'expression. Oui, et pour presque en terminer, quand on est programmé au festival de jazz à Vienne, nous avons des musiciens qui ont été formés à l'essence même, à la quintessence de Begin Jazz, il y a 20 ans. Mayor Bora et autres, Mayor Bora est ici. Il faudra qu'il parte là-bas, il faudra payer son billet d'avion. D'autres qui sont à San Francisco, Louis, le trompettiste européen, jouer au missile, dans Guadeloupe, etc. Donc il y a ce budget qui est peut-être pas qui est nécessaire pour d'autres groupes qui sont à un seul lieu et qui donc peuvent faire des économies d'échelle sur les billets d'avion et autres. Donc il y a des particularités qui font que faire opérer ce groupe me semble difficile. Parce que les musiciens, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils ont quatre coins du monde, sont difficiles à regrouper pour les répétitions, etc. Ah oui, tout à fait, c'est pas évident. On a eu des sacrifices énormes. C'est pour ça que c'est un projet global, n'est-ce pas? Absolument. Que nous aimerions, bien évidemment, discuter avec les élus, avec des opérateurs, parce qu'encore une fois, il s'agit de la promotion de notre territoire, il s'agit de la promotion de nos musiques et de notre visibilité au monde. Pourvu que ce ne soit pas un vœu pieux, mais peut-être pour rester sur le même sujet, on a une petite vidéo sortie de Sous les fagots, là, de bonnes moutures, qu'on va regarder pour conclure. Et puis il faut que je salue Daniel, je salue Christian, je salue les auditeurs. Et je vous dis là, c'est sûr. Et un petit coucou à Nadia. Un coucou, absolument, qui va nous regarder. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.